Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Donc j'ai ajouté un truc qu'on me demande souvent, c'est le prix des cotations temps réel de tous les sous-jacents disponibles sur Nasdaq. C'est génial. Ça, c'est un truc qu'on m'a demandé depuis longtemps et je l'ai enfin fait. Donc là, il y a tous les titres. Il y a 11 800 titres. 11 880 sous-jacents. Donc cotation temps réel. Attends, je dis temps réel. Mon provider, il me fournit que le dernier jour ouvert. Et plus actuellement, donc Nasdaq, il est fermé à cette heure-ci. Il sera ouvert dans 2 heures. Donc voilà, donc dans 2 heures, il y aura un tableau actualisé. Donc là, c'est le dernier mouvement qui date de 13 février, donc vendredi soir à 16h, donc à la fermeture de Nasdaq. Donc par exemple, là, je clique par hasard sur un titre BLCV, Large Cap Value. Voilà, donc c'est le titre que j'ai cliqué. Dessus, en fait, ce qu'on voit, c'est la chart. Okay. Et je reviens sur le Daily Market Summary, qui est la liste de tous les sous-jacents. Donc on peut, par exemple, faire une recherche sur les titres qui nous intéressent. Par exemple, là, on va taper sur Intel, Qualcomm, Broadcom, AMD, par exemple. Quelque chose de connu, Texas Instruments. Voilà, je tape sur Entrée. Ça me permet de filtrer les titres cotés en bourse actuellement. Et donc le prix de l'ouverture, open, le high, donc le prix échangé le plus haut, le plus bas, low. Close, c'est la fermeture du marché, donc à 16h. Donc l'ouverture, c'est l'ouverture du marché à 9h30. Quand Nasdaq c'est ouvert, 9h30 l'heure de New York. Et fermeture, c'est à 16h. Donc fermeture du marché. Donc, par exemple sur AMD, 204 ouverture, 207, donc c'est stable. Pour Texas Instruments, 221 l'ouverture. Et la fermeture, 226. Pour Broadcom, 329, 325. Intel, 45, 46. Et Qualcomm 137, 140. Donc l'ensemble reste stable. Donc là, il y a les volumes échangés et le volume pondéré, donc c'est volume par rapport au poids du marché. Et là, c'est le nombre de transactions. Donc, dans une transaction, il y a plusieurs volumes. Par exemple, ici, si je prends la calculatrice, ça me permet de savoir en moyenne qu'est-ce que les gens ont acheté. Donc là, par exemple, transaction, donc c'est volume divisé par transaction, donc 26, 12, 1699 divisé par 348 183. Là, par exemple, sur un volume de 26 millions, 26 millions pour la société AMD, par exemple, j'ai 348 000 transactions. Ça nous permet de savoir que j'ai 74 titres échangés par transaction, en moyenne. En moyenne, les gens, ils achètent 74. Donc 74 multiplié par 204 $, ça nous fait 15 000 $. 15 291 $ par transaction. Alors ça, c'est la moyenne. Moyenne, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, ouais. Et donc, c'est beaucoup les petits. Donc, il y a beaucoup de petits porteurs, ouais. Exactement, les petits porteurs comme nous. Donc voilà, ça, c'est ça nous ça, c'est pas possible d'avoir une colonne, justement, pour montrer ça. Rajouter une colonne. Si, une colonne par rapport à un volume par rapport à transaction, c'est ça? Une division? Ouais. Ok, ouais, je peux ajouter ça. Je sais qu'on peut le faire, je sais qu'on peut le faire, mais ça donne une idée, et tu mets la colonne en couleur. Ouais. Oui, voilà. C'est juste c'est indicatif, quoi. C'est juste indicatif. Ouais, c'est ça donne la température, en fait. Ça donne la température des transactions. Ouais, c'est vrai. Ça permet de savoir la moyenne de volume par transaction. Combien les gens ils ont acheté de titres par transaction. Ouais. Donc voilà, ça c'est la nouvelle feature de Ticketwiz. Ça c'est demandé depuis longtemps. Et puis une deuxième. Ouais, c'est top. Ouais, franchement, c'est trop bien. Ça permet T'améliores de mois en mois, c'est génial.
Ouais, c'est vraiment une Génial, chose tellement génial, ouais. indispensable. Tellement indispensable, en fait. Ouais, Donc, ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc que j'ai pas mal bossé dessus, c'est le solver. Solver de ah oui, l'équation de Markowitz. Ça s'appelle réajustement ça alpha c'est bien, de Markowitz. Ça, j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver. Parce que derrière, c'est un j'imagine, hein. solver qui est basé sur J'imagine, ouais. le descente de gradient. C'est à peu près le même qu'on retrouve sur Excel. Sur Excel, c'est l'algorithme qui s'appelle GRG. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, pour montrer comment ça fonctionne le solver de Markowitz, d'abord, Markowitz, je vais faire un résumé rapide pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un mathématicien américain qui avait développé une méthode dans les années 1950, au milieu du XXe siècle, pour calculer le poids associé à chaque sous-jacent lorsqu'on veut constituer un portefeuille, ce qu'on appelle le stock picking. Dans le stock picking, c'est une méthode pour diversifier et ajuster la proportion d'argent qu'on veut répartir sur l'ensemble des actions. Par exemple, dans Markowitz, on a trois conditions. La première condition, c'est imposer tous les titres, tous les titres soient positifs ou nuls, et la somme de l'investissement égale à 100%, et on fixe un seuil de rentabilité. Par exemple, généralement, on choisit 15%, par exemple. C'est empirique, hein, c'est du nombre empirique. Hum. La diversification, c'est une stratégie qui consiste à répartir notre argent sur différentes classes d'actifs. Donc, il y a 4 secteurs fondamentaux. Donc, je répète, les 4 secteurs sont les cycliques, les financières, les technologiques et tout ce qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle la défensif. Défensif regroupe les secteurs de la pharmacie, les secteurs de l'agriculture, la production de nourriture. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le secteur fondamental niveau 1. À partir du niveau 1, on a un niveau 2, donc cette partie financière et cyclique. Cyclique, c'est les grandes distributions, les agences de voyage, les consommations de biens intermédiaires, les voitures, par exemple, sont des biens de consommation cyclique. Et enfin, niveau 3, c'est la technologique. Technologique, c'est ce qu'on appelle le plus de la civilisation. Par exemple, la conquête spatiale, l'optimisation de batterie, Internet, par exemple, et tous les sites comme Internet. Et le troisième secteur fondamental, qui est le secteur technologique, c'est un secteur qui est très porteur, et notamment sur la société, les 7 magnifiques, on appelle les 7 plus grandes sociétés au monde. Ce sont généralement des secteurs technologiques. Donc, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, mais c'est quelque chose qui ajoute beaucoup de valeur ajoutée. Ça appartient à une famille de sociétés qu'on ne doit pas négliger, et que Nasdaq a été construit pour ce genre de business, en fait, en réalité. Donc voilà, ça c'est pour un résumé. Posséder un portefeuille, c'est très bien. Faire du stock picking, c'est plus compliqué. Il faut avoir beaucoup d'expérience. Il faut connaître les gens, il faut suivre les tendances de marché, suivre les news. Du coup, Markowitz, dans les années 1950, avait remarqué une chose, c'est que la volatilité reflète des risques. Plus il y a de volatilité, plus il y a de risques. Mais un risque ne signifie pas forcément un danger. Ça peut être aussi une opportunité. Donc c'est bien d'investir dans des actions, parfois où il y a un peu de risque, mais pas trop, tu vois. Alors l'ensemble des combinaisons possibles dans le stock picking dépend du proportion de chaque titre. Par exemple là, j'ai codé le solver. On va commencer par faire quelque chose de très simple. On va faire 7 portefeuilles, vu que sur cette page-là, je peux avoir jusqu'à 7 portefeuilles. Et chaque portefeuille, je vais choisir aléatoirement 3 titres, d'accord, 3 titres, n'importe lequel. Et on va regarder le graphique qui vient du stock picking. Et je vais essayer de donner une explication, au moins quelque chose que j'ai appris à l'école. Ça dépend des gens, comment ils interprètent les courbes. Donc moi, je vais donner une version scolaire. Ok, donc le premier la première chose à faire, c'est peut-être on va faire 7 portefeuilles avec 7 secteurs, 7 domaines différents.
Par exemple, n'importe, hein, je commence par la biopharma. En deuxièmement, les semi-conducteurs, par exemple. Troisièmement, on va dire e-commerce. Ok. Est-ce que tu vois mon écran là, ce que je suis en train d'appeler? Ok, ouais, carrément, Ok, ouais. super. Donc, quatrième secteur, alors on peut faire n'importe quoi, hein. Par exemple, divertissement. Divertissement. Cinquième, par exemple, voiture thermique. Sixième, voiture électrique, hein, évidemment. Septième et dernier, je te laisse choisir. Je n'importe lequel. Un truc qui t'intéresse, peut-être. Financière, allez, financière. Financière, c'est ce que j'allais dire, ouais. Financière. Parfait, parfait. Alors Biopharma, Pfizer, par exemple. Ok. AstraZeneca. Astra. Attends, je vais vérifier le ticker de Astra. AstraZeneca, ticker. C'est AZN. AZN. Pfizer, AstraZeneca, est-ce que Lilly, par exemple, hein, Lilly. Semicon, Intel, Texas, AMD, par exemple. Ouais. E-commerce, Amazon, par exemple. On choisit un trio facile. eBay, Alibaba. Divertissement, Disney, Netflix, Paramount. Voiture électrique thermique, donc Ford, General Motors, Stellantis. Voiture électrique, Tesla, Rivian. Ok, donc je prends comme voiture électrique Lucid, Rivian, Tesla, et financière Bank of America, JP Morgan et Morgan Stanley. Ok. Donc, on va prendre ces 7 secteurs, on va les comparer dans le graphique de Markowitz. Donc, on clique sur Select Portfolio 1, donc PFE, AZN, Lilly, résoudre l'équation de Markowitz, on clique dessus. Ça nous donne la résolution. Donc, on part de l'équipe enterrée pour atteindre l'optimal. Et ça, c'est la répartition alpha. Donc, on doit investir 42% sur Pfizer, 42% sur AstraZeneca et 14% sur Lilly pour avoir le point optimum. Si on partait de l'équipe enterrée, on n'est pas loin de l'optimum non plus. Donc là, on est à 5% de rendement. Et pour l'optimum, on est à 6%. Et pour le risque attendu, c'est à peu près pareil, hein. Donc 2%, quoi, aux alentours. Donc du coup, ça, c'est les points bleus, ce sont les points random, donc avec un alpha random. Le point marron, c'est l'équipe enterrée, c'est ici l'équipe enterrée. Et le point violet, c'est la version optimisée par Markowitz. Donc là, ce que tu vois, c'est le graphique de Markowitz. Donc dans l'axe des X, on a la volatilité, le risque attendu. Et dans les ordonnées, on a le rendement, la performance attendue. Donc il est au-dessus de 0. Donc 0, c'est ces traits-là, c'est ces lignes-là. Donc c'est un portefeuille qui est plutôt bien, parce qu'on est au-dessus de 0, donc on a un rendement positif aux alentours de 2%, ce qui est bien, enfin 6%, entre 2%, entre 1% et 7%. Donc là, c'est minimum et maximum. Ok, donc là, on clique sur portefeuille numéro 2. On va choisir Intel, Texas Instruments, AMD. On clique sur résoudre équation de Markowitz, c'est rapide. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'on part du point équipe enterrée, on a 1,6% de rendement attendu et 3,7% de risque attendu. Et on a une équipe enterrée 33% sur chaque. Et donc, en optimisé par Markowitz, on fait 16%. 16% au lieu de 1,6% de rendement attendu pour un risque attendu inférieur, 2,5%, et on met tout sur Texas Instruments, donc sur Panther Texas Instruments. Donc là, on n'a plus du tout de diversification. On met 100% all-in sur Texas. Et donc, du coup, sur le graphique de Markowitz, on clique sur plus portfolio 2. Donc là, on ajoute des points violets. Les points violets, ce sont le deuxième portefeuille, ici. Donc là, c'est très disparate. Donc on part de moins 0,08
Donc, moins 8% jusqu'à au maximum 7%. Tu vois, donc on est beaucoup plus volatile et beaucoup plus disparate. Donc, il y a un élargissement de rendement. Et aussi, on part sur quelque chose de plus volatile. Donc, sur le portefeuille numéro 2. À portefeuille numéro 3, on a e-commerce, donc Amazon, eBay, Alibaba. Les autres équations Markowitz. Et là, tout est négatif, tout rouge. Donc, on a un rendement plutôt négatif. Négatif. Donc, on perd l'argent. En équipe pondérée, on perd 12%. Et en optimal, donc on minimise les pertes avec la communauté Markowitz. On est à 6% de pertes. On mise tout sur Alibaba. Donc 100% sur Alibaba, all-in. Donc on clique sur plus portfolio 3. Ça nous donne l'ensemble du portefeuille sur le troisième secteur qui est le e-commerce. Donc e-commerce, c'est pas terrible, hein, tu vois. Donc c'est en dessous de zéro. Le plus important, c'est regarder où se trouve ce portefeuille. Ce portefeuille en dessous de zéro, donc a un rendement négatif. Donc on perd l'argent dessus. Et au mieux, ce qu'on peut faire, c'est ici, moins 6%. Voilà. C'est le mieux qu'on puisse faire. Moins 6%. Sinon, on peut aller jusqu'à moins 15% sur ce portefeuille. Donc la différence entre les autres secteurs, c'est que le e-commerce en ce moment subit un changement de paradigme sectoriel, à savoir que Amazon a licencié, je crois, quelques milliers de personnes, remplacées par l'IA, essentiellement. Oh. Donc c'est quand même un secteur très risqué en ce moment. Donc voilà. On clique sur portefeuille 4. Ici, on a Disney, Netflix et Paramount pour les divertissements. On clique sur résoudre équation de Markowitz. Donc là, il dit que Paramount n'est pas possible, il ne trouve pas. Donc on remplace Paramount par exemple, on avait dit Toon. Toon, c'est pas mal. Toon, c'est Cartoon Studio. Cartoon Studio, donc faire des animés. Donc Toon. Clique sur résoudre équation de Markowitz. Sur Toon, donc 33% Netflix, 33% Disney, 33% c'est l'équipe pondérée. Et donc là, on met 100% sur Disney, en ligne sur Disney. Donc on réduit la perte, on réduit de 8% à 5%, moins 5%. Donc c'est un secteur qui est très risqué aussi. Donc voilà, donc on clique sur portefeuille 4, plus portefeuille 4. Donc on voit que le divertissement, ça rapproche de e-commerce. C'est assez risqué. C'est assez risqué pour les deux secteurs actuels. Ensuite, pour le portefeuille numéro 5, voiture thermique, donc Ford, General Motors, Stellantis, on résout les équations Markowitz. Donc là, sur ces trois sociétés, en équipe pondérée, on est à moins 5%. Okay, et c'est généralement rouge partout. Donc c'est un secteur qui est aussi risqué. Jusqu'à moins 17%, tu vois. Moins 17% si on avait tout misé sur Stellantis. Si on surpondère Stellantis, moins 17%. Et la seule possibilité, c'est miser sur Ford. C'est la seule société qui est plus ou moins rentable. On a 3% de rendement attendu. Donc voilà. Donc on clique sur plus portefeuille 5. Donc là, on voit une très disparate. Très disparate. On est à entre moins 17% jusqu'à rendement 3%. Donc on a un élargissement de volatilité. Donc c'est très volatile. Très volatile, très disparate. Donc très inégalé. En fait. Donc voilà, ça c'est la résolution par l'équation de Markowitz. Donc misé sur Ford. Portefeuille numéro 6. On a dit c'est en voiture électrique. Alors, normalement, voiture électrique. Équation de Markowitz est plus rentable. Voiture électrique est plus rentable qu'une voiture thermique. Donc, pas de surprise. Hein. Donc là, un peu plus de vert. Plus de vert que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était rouge. Hein. Donc là, c'est actuellement donc, 6%. Alors, si on fait des équipes pondérées, c'est 1%. Si on met sur tous les trois sociétés. Si on optimise par Markowitz, on met tout sur Rivian. Rivian 100% sur Rivian. Et on a atteint un rendement attendu de 6%. Mais aussi, on a augmenté le volatilité, la risque attendu de 6% aussi. Tu vois. Donc voilà, les deux ont augmenté. Voilà, donc on clique sur portefeuille 6. Donc ça nous donne cette droite là, en point vert. Ça correspond au portefeuille numéro 6 qui est le portefeuille des voitures électriques. Donc
La voiture électrique, elle est très volatile aussi, tu vois, elle est très disparate, mais elle est rentable. C'est quelque chose qui est rentable par rapport à voiture thermique. Voiture thermique, c'est plutôt sur une pente descendante de l'ellipse de Markowitz. Ça s'appelle un portefeuille dominé. Dominé, ça veut dire en dessous de la seuil de rentabilité et en bas de l'ellipse. Imagine que ça, c'est une ellipse. En fait, c'est en bas de l'ellipse. Quand c'est dans l'air, dans cette air-là, en bas de l'ellipse, on appelle ça un portefeuille dominé. Un portefeuille dominant, c'est l'inverse. Dominant, c'est-à-dire en haut de l'ellipse. Imagine ça, c'est une ellipse. C'est en haut de l'ellipse avec un rendement supérieur à 0. Voilà. En haut de l'ellipse, c'est dominant et en bas de l'ellipse, c'est dominé. Donc là, on voit que les voitures électriques sont dominants et les voitures thermiques sont dominées. Ensuite, portefeuille numéro 7, on a Bank of America, JP Morgan et Morgan Stanley. Donc voilà, réseau d'équation, Markowitz. Donc là, c'est rouge partout aussi. Donc c'est un secteur qui est risqué. Donc avec équipe pondérée, on est à moins 4%. Et en optimisant avec Markowitz, on est à moins 3%. Donc avec une répartition Bank of America, JP Morgan, et on diminue un peu la proportion sur Morgan Stanley, à 18%. Donc on clique sur portefeuille numéro 7. Donc il se trouve là. Donc les financières sont moins volatiles, mais en dessous de 0, en dessous de la ligne de rentabilité. Donc là, la plupart des sociétés, ce qu'on voit ici dans les 3 secteurs les plus risqués, c'est e-commerce, divertissement et financière et voiture thermique. Voilà, ces 4 secteurs sont pour l'instant en dessous de seuil de rentabilité. Donc relativement difficile à investir dans ce genre de société. Voilà, c'est ces 4 secteurs faut éviter. Et ensuite, les secteurs qui sont porteurs, c'est biopharma, les semi-conducteurs et voitures électriques. Alors, ça a un sens parce que c'est dans la fenêtre du temps. Voiture thermique, ça fait partie des technologies du XXe siècle. C'est un peu raspin, tu vois. E-commerce, ils sont en train de changer complètement l'organisation en remplaçant les ingénieurs par l'intelligence artificielle pour prévoir et approvisionner le stock. Et pour vendre aussi, faire la publicité. Donc tout ça, ça se fait par l'IA maintenant. Donc réduction de personnel. Donc il y a pas mal de sociétés qui licencient. Amazon a licencié des milliers de personnes. Voilà. Donc financière reflète la globalité du marché. Et comme tu le sais, depuis 2 semaines, il y a une crise, il y a un petit crack boursier, moins 10% sur l'ensemble du marché, sur Nasdaq. Donc la financière prenne un coup aussi. Parce que la financière. Et ça n'a pas remonté. Non, ça n'a pas encore remonté. Il faut attendre encore 2-3 semaines de plus. C'est une petite correction, quoi. Ça ressemble un petit peu à ce qui est arrivé au mois de mars, avril l'an dernier. Une petite correction de marché. Donc ça prend un mois, hein, généralement. Un petit crack boursier comme ça. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des portefeuilles représentés sous le graphique appelé Markowitz. Alors, Markowitz, je vais reparler fréquemment parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, ce qu'on étudie dans mon école de trader. La diversification apporte en termes de réduction de risque quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Ce qu'on voit, c'est qu'un portefeuille équipondéré est généralement moins optimisé que la réajustement alpha, avec un rendement qui est généralement plus faible. Par exemple, je vais regarder l'équipondéré, ici à 4% contre 6%. Pour le deuxième, on est à 1% contre 16%. Portefeuille numéro 3, on est au lieu de moins 12%, on est à moins 6%. Portefeuille numéro 4, au lieu de moins 8%, on est à moins 5%. Portefeuille numéro 5, on est au lieu de moins 5%, on est à 3% positif. Portefeuille numéro 6, on passe de 1% à 6%. Et portefeuille numéro 7, on passe de moins 4% à moins 3%, donc réduit le risque de perte. Donc du coup, l'équation de Markowitz, l'algorithme de Markowitz, nous permet d'optimiser le réajustement alpha. Et cette possibilité nous ouvre aussi des possibilités sur une augmentation de rendement en diminuant le risque, la volatilité.
Ce risque, il y a deux sortes de risques. Il y a ce qu'on appelle le risque diversifiable, ça s'appelle le risque non systématique. Ça veut dire chaque composant peut être optimisé et l'ensemble du portefeuille n'est pas forcément lié au marché global. Voilà. Donc, par exemple, si on arrive à optimiser le risque non systématique, on arrive à jouer sur les alphas, à jouer sur la proportion de l'investissement. Et parallèlement aussi, on a le risque systématique. Alors, le risque systématique est un risque non diversifiable et ça ne peut pas être éliminé par le réajustement alpha, puisque c'est l'ensemble de marché qui est lié à la fluctuation. Et si l'ensemble du marché est baissière, par exemple, dans ce cas-là, même si on joue sur les alphas, on n'arrive pas à sauver la perte. Du coup, par conséquent, quand on perd l'argent, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a le risque non systématique et le risque systématique. Et le risque non systématique peut être résolu par l'équation de Markowitz. Par contre, le risque systématique ne peut pas être résolu par les équations de Markowitz. Donc, le risque total est difficile à saisir. Il faut voir l'ensemble des portefeuilles. Alors, comment peut-on éviter le risque global? Ça s'appelle le risque systématique. Alors, généralement, on nous dit de temporiser l'investissement, c'est-à-dire que on retire nos billes, on arrête d'investir, on attend un prochain cycle haussier. Par exemple, durant le crack boursier, généralement, on garde notre argent sur le compte courant. On n'investit pas, on n'achète rien, on attend, on hiberne, on attend que le marché reprend. Alors, généralement, il y a une reprise après un mois ou voire 2 mois par rapport au début du crack boursier. Donc voilà, pendant 1 ou 2 mois, on ne fait rien. On garde l'argent sur le compte courant, on ne fait rien, on attend. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait pour éviter le risque global, ça s'appelle le risque systématique. Ensuite, maintenant, il faut augmenter la diversification, il faut augmenter le nombre de sous-jacents qui se trouvent dans le portefeuille. Et en augmentant ce nombre, on diminue le risque, ce qu'on appelle le risque, la volatilité du marché, donc le risque non systématique, donc qui peut être diversifié. On diversifie sur les 4 secteurs, généralement, pour être sûr qu'au moins 2 des 4 secteurs soient toujours en rendement positif. Pardon. Là, ce qu'on voit, c'est que ici, on a les financières qui est négatif. On a aussi l'e-commerce, donc cyclique négatif. Okay, donc, du coup, ce qui sauve, c'est les technologiques, donc les voitures électriques, par exemple, et les défensives, biopharma. Donc, voilà. Biopharma et technologique s'opposent aux financières et cycliques. Donc ça, c'est une règle généralement liée aux manières de constituer un portefeuille. Maintenant, on peut regarder un cas particulier qui est remarqué par Markowitz dans les années 1950 en édigeant des centaines de portefeuilles. Il avait vu un truc, c'est ce qu'on appelle la détermination de la frontière d'efficience, à savoir à rechercher, à tracer point par point l'ensemble des portefeuilles. Ça s'appelle les portefeuilles rendables. Ce que j'ai dit, c'est qu'on va chercher sur un graphique de Markowitz, on va expliquer à quoi ça sert. Lorsqu'on regarde Markowitz, on voit tout d'abord une chose, c'est que c'est une ellipse. Cette ellipse, en fait, a un parabole. Si on inverse les axes de risque et de rendement, ce serait un parabole. Et le minimum de parabole est un minimum global, parce que c'est une parabole, il n'y a pas d'autre minimum local, il n'y a qu'un seul minimum, donc c'est un minimum global. Sur ce minimum global, ce qu'on appelle le minimum de risque, minimum de variance ou minimum de sigma, d'écart type de volatilité. Et ce point-là s'appelle le minimum de risque. De variance. Mais ce n'est pas ce point qu'on positionne généralement. La plupart des gérants de portefeuille se positionnent un peu au-dessus de ce point de minimum. Ça s'appelle la pointe de la tangente. La pointe s'appelle l'inflexion.
le point d'inflexion de Markowitz, qui signifie qu'à partir de ce point rouge ici, le rendement commence à descendre plus vite, à baisser plus vite que l'augmentation de risque. D'accord. Ça veut dire que à partir de ce point-là, le risque considéré est de plus en plus important et donc on essaye de l'éviter. Donc voilà, finalement ça se trouve à 15%. C'est un nombre empirique. C'est facile à comprendre, c'est que à partir d'un certain moment, tu veux plus trop risquer en fait. À partir du point vert, tu sais que tu peux prendre des risques et en prenant des risques, tu vas gagner plus d'argent. Ça, c'est la croissance rapide du rendement. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prendre des risques parce que tu as une croissance de rendement qui est extrêmement rapide à partir de ce point vert. Et à partir de certains points, pendant le point rouge, le point de tangente, inflexion, et ben en fait on ne prend plus de risques parce que le risque pris, il sera moins récompensé et ça serait un risque dangereux, quoi. Ça s'appelle un mauvais risque. Donc avant le point rouge, entre le point vert et le point rouge, on a un risque méritant. Et après le point rouge, on a un risque dangereux. C'est pour ça que la plupart des gérants de portefeuille, ils s'arrêtent au point rouge. Donc quelque part entre le point vert et le point rouge. Donc généralement on va dire, entre 10 et 15% de rendement par cycle. Alors ce que Markowitz a dit par cycle, un cycle d'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que on n'a pas de définition uniforme. Et c'est un cycle qui traduit en fait un cycle technologique, mais aussi un cycle de développement sociétal. Alors, quelle est la durée de ce cycle? Généralement, c'est très difficile à calculer. Ça peut être 6 mois, par exemple, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend des sociétés, ça dépend de cycle d'investissement, ça dépend du cycle de développement technologique. Et donc, quand on dit 15% de rendement par cycle, il faut toujours avoir dans l'esprit qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Combien dure un cycle? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 3 ans? Et quand est-ce qu'on a un aboutissement? Voilà. Par exemple, un film, ça se fait en 3 ans, 4 ans. Un jeu vidéo, un très bon jeu vidéo, ça peut nécessiter jusqu'à 5 ans, voire 6 ans. Un pont, la construction d'un pont, ça peut être 10 ans. Tu vois, une route, ça peut être pareil, 10-20 ans. Une ligne de métro, si c'est une ligne qui fait 100 km, ça peut durer 15 ans, 20 ans. Si c'est une ligne qui dure 1 km, qui fait 1 km de distance, ça peut durer peut-être 3 ans, 4 ans. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle un cycle d'investissement. Okay, donc, quand on dit 15% par cycle, il faut toujours avoir l'esprit que le cycle n'est pas quelque chose de fixe, immuable. C'est pas une vérité absolue. Le cycle présente aussi beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'on va raccourcir le cycle ou on va allonger le cycle? Donc ça dépend de la productivité. Ça dépend de combien de temps est-ce qu'on peut tenir le planning? Est-ce qu'il y a des facteurs inconnus à l'avance qu'on arrive à saisir ou pas? Tu vois, donc tout un effet une série de causes et effets qu'on peut envisager. Donc le cycle varie. Oui, le cycle est quelque chose qui est variable dans l'investissement. C'est quelque chose qu'il faut saisir. Donc voilà, Markowitz ne donne pas une définition propre du cycle, sachant que le cycle est quelque chose qui est difficile à saisir. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a un rendement. Il y a un rendement, l'espérance de rendement, E de X, c'est quelque chose qui est lié à développement de la technologie, de la société. Donc dans cet espace de rentabilité risque défini par l'ellipse là, l'ellipse s'appelle la frontière efficiente de Markowitz. Et dedans, on retrouve la plupart des portefeuilles. Okay. Un portefeuille risqué est généralement souhaitable pour quelqu'un qui cherche des challenges. Si tu veux pas faire quelque chose de challenge, enfin, tu veux pas demander un challenge, tu peux investir dans Coca-Cola, dans Pepsi, dans les sociétés qui ne font pas faillite, qui ne peuvent pas faire faillite en fait en réalité. Mais en même temps, leur rendement est faible et ils sont généralement décorrélés du marché global. Ils
on a 0% de facteur bêta, par exemple. Donc dans ce cas-là, on prend pas beaucoup de risques, mais on a très peu de rendement. Voilà. Donc risque et rendement, c'est deux choses qui sont liées. Hein. Plus il y a de risques, plus il peut y avoir de rendement. Donc le monde est binaire. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut regarder, alors on va regarder un exemple concret. On va regarder l'ellipse. Donc on va supprimer un des deux titres, enfin un des trois titres. On va prendre que deux à chaque fois. Là, on va par exemple supprimer Lily, on va supprimer AMD, on va supprimer Alibaba, on va supprimer Cartoon, on va supprimer Stellantis, par exemple, on va supprimer Lucid, on va supprimer Morgan Stanley. Donc là, on a des portefeuilles à deux sous-jacents. D'accord ? On refait le même exercice, on va voir ce que c'est une ellipse. Là, on va regarder l'ellipse de Markowitz. Alors, l'ellipse peut être découpée en plusieurs morceaux. Donc là, on clique ici, donc on supprime Lily, on résout l'équation. Ici, alors, attends, je vais recommencer la page. Je vais refresh, voilà. Donc ici, ce qu'on veut, c'est avoir des portefeuilles à deux sous-jacents. Exactement deux sous-jacents. Pour voir la relation qu'il peut y avoir entre deux sous-jacents. Alors la diversification avec deux sous-jacents, c'est quelque chose qui est relativement rare. Il y a très peu de gens qui font que ça. Deux sous-jacents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des combinaisons possibles est relativement faible. Généralement, c'est soit l'un, soit l'autre, ou bien 50% sur chaque titre, donc en équipe enterrée. Donc il n'y a que deux possibilités. Donc c'est 100% sur l'un ou sur l'autre, ou 50% sur chacun. Donc au lieu d'avoir un ensemble de combinaisons presque infini, parce qu'on a n sous-jacents dans le portefeuille, ici c'est pas infini, ici c'est fini. Ces finitudes nous permettent de voir deux choses en fait, c'est-à-dire que est-ce que on part sur l'équipe enterrée ou on fait du all-in, tu vois, donc voilà, donc cette diversification en fait nous permet aussi de voir comment se comporte l'ellipse qu'on appelle la frontière efficiente de Markowitz. Donc voilà, on va commencer par regarder deux par deux. Donc voilà, donc ici on a Pfizer et AstraZeneca. Donc ici on voit que l'optimum est égal à équipe enterrée. Donc ce que je viens de dire, il n'y a que deux choix. Okay, soit c'est all-in, soit c'est équipe enterrée. Ici, Markowitz nous dit que en fait, l'optimum, c'est l'équipe enterrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pfizer, ça pèse autant que AstraZeneca. Okay, et les deux évoluent dans le même sens. D'accord? Ensemble. Et donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on plotte sur Markowitz, ce qu'on voit, c'est que c'est le même point, le optimum et l'équipe enterrée, c'est le même point, c'est ici, et que c'est une ligne entre guillemets plate. Okay, une ligne plate. Donc au-dessus de 0. Donc la 0, c'est ici. Hein. Au-dessus de la ligne 0. Donc c'est un portefeuille qui est rentable. C'est un portefeuille qui est rentable. Okay, on va faire deux par deux. Donc on va faire deuxième portefeuille. On va prendre Intel et Texas Instruments. On résout l'équation de Markowitz. Là, on voit que Texas, ça pèse plus que Intel. Donc lorsqu'on part de l'équipe enterrée 50-50, pour retrouver le point optimal, donc avec 16% de rendement, donc deux fois supérieur à 8%, enfin deux fois supérieur à l'équipe enterrée. Et là, on fait du 100% sur Texas Instruments. On fait du all-in. Donc, il n'y a que deux choix. Hein. Soit équipe enterrée, soit all-in. Là, sur le deuxième cas de figure, on fait du all-in. Donc voilà, donc, on plotte sur le deuxième portfolio. Ce qu'on voit, c'est la moitié de l'ellipse. En fait, il faut imaginer que l'ellipse ressemble à ça. On a la moitié de l'ellipse. Donc, je remontre à quoi ressemble l'ellipse. L'ellipse ressemble à ça. D'accord? Là, ce qu'on voit, c'est que si on prend Intel et Texas Instruments, ça nous dessine en bas de l'ellipse. La moitié en bas de l'ellipse. D'accord? C'est pas une ellipse complète, c'est la moitié de l'ellipse. Ok? Donc ici, ce qu'on voit, c'est il faut imaginer. Il faut avoir beaucoup d'imagination. En fait, ça forme une ellipse. On est en bas. Et lorsqu'on part du point équipe enterrée, qui est là, à 8% de gain, on peut avoir jusqu'à 16% de gain. Donc on double le rendement, on double le gain, en mettant all-in sur Texas Instruments. D'accord? Donc on rapproche de l'optimum
Donc, puisque l'optimum, c'est quoi? L'optimum, c'est aussi diminuer la volatilité. Enfin, dans notre cas, dans ce cas-là, l'optimum, c'est aussi le minimum de volatilité. Ok? Ça, c'est pas forcément quelque chose de trivial à comprendre. Mais ici, on a augmenté le rendement et on a diminué le risque, tout en être au-delà de l'espérance de gain. Donc, all-in sur Texas Instruments. Okay, portefeuille numéro 3. Donc, ici, Amazon, eBay. Donc, on compare Amazon à eBay. Et là, on voit que c'est pareil, on fait all-in sur eBay. On a diminué un peu la perte. Au lieu de perdre 15%, là, on perd 12%. Donc, on a diminué un petit peu de perte. On est sur 100% eBay. Donc là, on clique sur portefeuille numéro 3. Donc, on voit qu'on est en dessous de seuil de rentabilité. On est en dessous de 0, qui est la ligne droite ici. Donc, on est en dessous. Et on a quelque chose qui est une ellipse. Donc, en haut de l'ellipse. Donc, je remonte l'ellipse. L'ellipse, c'est ça. D'accord, on est en haut de l'ellipse. On est en haut de l'ellipse avec le point optimum ici, d'après Markowitz. On a augmenté la volatilité. On a diminué la perte. D'accord. Le minimum de volatilité, ce serait ce point-là. Okay, mais à 16%, moins 16%, donc on perd beaucoup d'argent avec très peu de volatilité. Et là, on a augmenté la volatilité, on perd moins d'argent. Donc voilà. Donc on passe de, par exemple, le point moins 16%, qui est le minimum de volatilité, avec un maximum de pertes. Là, on a diminué la perte, mais on a augmenté la volatilité. Donc on a passé de ce point-là, donc 70% sur Amazon et 30% sur eBay. Donc là, on fait 100% sur eBay, okay, et 0% sur Amazon. Voilà, on va continuer sur les autres portefeuilles. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc Netflix et Disney. Donc on part Disney à Netflix. 4. 3 et 4, c'est même style. Donc en haut de l'ellipse, mais en dessous du seuil de rentabilité, en dessous de 0, en bas de seuil de rentabilité. Et donc du coup, on continue avec le portefeuille numéro 5. Donc on clique sur 5, pardon. Clique sur 5. Résoudre une équation Markowitz. On compare Ford à General Motors. Donc là, 100% sur Ford. On augmente un petit peu le rendement et on diminue un petit peu le risque. Okay, donc ici, on plotte numéro 5. Donc ici, on plotte numéro 5. En bas d'ellipse. Dans cette optimisation-là, on a diminué la volatilité, on a augmenté un petit peu le rendement. Donc on part du point marron pour atteindre le point rose, violette, ici. Okay, donc là, ça nous interpelle une chose, c'est que lorsque on augmente le rendement, on est en bas de l'ellipse. Okay, on diminue la volatilité, on augmente le rendement, on est en bas de l'ellipse. On fait ce qu'on appelle une convergence par le bas, par le bas de l'ellipse. Donc, par le bas de l'ellipse, ça c'est lorsque on a quelque chose qui a un rendement positif. Et lorsqu'on a quelque chose de négatif, donc on a un rendement négatif, on perd de l'argent. Lorsqu'on perd l'argent, on voit que c'est l'autre partie de l'ellipse, en bas de l'ellipse. On va vérifier que c'est comme ça pour les autres portefeuilles. Donc, portefeuille numéro 6. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, Tesla et Rivian. Donc, on va résoudre les équations de Markowitz. À 100% sur Rivian. Donc, on a augmenté un petit peu, enfin, x2 même, le risque. Et on a aussi augmenté beaucoup de rendement. Okay, donc, on plotte numéro 6. Là, on est en haut de l'ellipse. En haut de l'ellipse. D'accord. Tout à l'heure, on a dit que en haut de l'ellipse signifiait qu'on est en perte, qu'on perd l'argent. Et là, on voit qu'en haut de l'ellipse, on est toujours en haut de l'ellipse, ici, mais on ne perd pas forcément l'argent. Sur les voitures électriques, on est en haut de l'ellipse, mais on ne perd pas forcément l'argent. Donc, le point optimum ici, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, pourquoi? Parce que le point optimum, c'est là où il y a maximum de volatilité. On a augmenté le maximum de volatilité. Or, Markowitz nous dit que le but de la vie, c'est de diminuer le risque, c'est de diminuer les pertes. Donc, on doit ramener l'optimum
vers le minimum de volatilité. Mais ce qui n'est pas le cas ici. Ici, c'est contre-intuitif, c'est contre Markowitz. On a augmenté la volatilité et en même temps, on a augmenté le gain, le rapport. D'accord? Donc, c'est quelque chose de contre-intuitif. Donc, au lieu de parcourir l'ellipse de droite vers la gauche, généralement, on parcourt l'ellipse de droite vers la gauche pour atteindre le point optimum. Ici, c'est l'inverse. Ici, on a fait du anti-Markowitz. On est parti d'un point avec une volatilité minimum vers un point avec une volatilité maximum. Tu vois, on a fait l'inverse de ce que fait Markowitz. On part de marron vers le rose. Donc, on a augmenté la volatilité. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce calcul est juste parce qu'on a augmenté le gain. On est passé de 0,7% de gain à 6% de gain. On a fait 1 x 10 sur le gain. Donc, ce calcul est juste. Ce calcul n'est pas issu d'une erreur de calcul parce que le rendement est vraiment très fort. On a multiplié par 10. Donc, ce calcul est juste. Donc, 100% sur Rivian. On a fait quelque chose de contre-intuitif, contre Markowitz. Enfin, financière. 7e portefeuille, financière, on va regarder. Donc, financière, globalement négatif en ce moment. Donc, on a pareil, donc 50% en équipe enterrée et version optimum, pareil, 50%. Voilà. Il n'y a que deux choix. Hein. Soit tu fais du all-in, lorsque tu as deux sous-jacents dans ton portefeuille, soit tu fais du all-in, soit tu fais du équipe enterrée. Tu as exactement deux choix. Tu n'en as pas 36, deux choix. Et ici, pour le secteur financier, ce qu'on voit, c'est que l'optimum, c'est l'équipe enterrée. C'est le premier choix. Donc, du coup, le 7e secteur financier, ça ressemble à Biopharma. Parce qu'on a dit que Pfizer, ça pèse autant qu'AstraZeneca. Et parce que là, ici, pareil, Bank of America, ça pèse autant que JP Morgan. Les deux pèsent autant. Donc, du coup, c'est 50-50, 50-50. Alors que les autres, c'est pas vrai. Donc, si on plotte Markowitz, on va voir ce fait. Donc, ça nous fait ici. Donc, le point optimum, c'est le point équipe enterrée. C'est au centre ici. Donc, déjà, on a des risques qui est relativement faible lorsqu'on investit sur le secteur financier. Par contre, on a un rendement qui est en dessous de 0, en dessous de cette ligne 0. Donc, c'est un rendement négatif. Donc, on perd l'argent dessus. Okay. Donc, à partir de ce graphe de Markowitz, on voit que la plupart du temps, l'optimisation de Markowitz sert à diminuer la volatilité, à ramener le point vert ici, entre le point vert et le point rouge, quelque part ici. Parce que Markowitz a dit que dans le but de la vie, c'est de minimiser ses pertes, c'est pas forcément maximiser ses gains. Donc c'est entre minimum de volatilité et là où il y a un point d'inflexion, parce que le gain commence à chuter plus vite que le risque pris. Mais il y a une exception. Il y a une exception sur les voitures électriques. Les voitures électriques, c'est le portefeuille numéro 6. On a comparé Tesla à Rivian. Ok, voiture électrique. Là, on a fait du anti-Markowitz. On a fait du anti-Markowitz parce que là, on a pris un maximum de volatilité. Parce qu'on a multiplié par 10 le gain. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas systématique. C'est pas systématique, ça veut dire que lorsqu'on fait un investissement, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas vraiment de règles. Là, on voit que ici, on est en haut de l'ellipse pour quelque chose qui est rentable. Là aussi, on voit que des choses pas rentables, on est en bas de l'ellipse. Okay. Pareil, là, on est en bas de l'ellipse pour quelque chose qui n'est pas rentable. Okay. Financière et cyclique ne sont pas rentables actuellement. Okay. Donc ça, c'est un fait. Ce qu'on constate, c'est le cycle actuel. Alors, c'est pas comme ça tout le temps. Hein. De temps en temps, c'est rentable. Mais en ce moment, en février 2026, ces deux secteurs, cycliques et financiers, ne sont pas rentables. Et pareil pour les technologies du XXe siècle, les voitures thermiques, c'est pas rentable non plus. D'accord. Ce qui est rentable, c'est les technologies du XXIe siècle, c'est les voitures électriques, c'est aussi biopharma et semi-conducteurs, pour les puces. Donc, ils sont en haut du graphique de Markowitz, au-delà du point 0. Le point 0, c'est là. La ligne 0, c'est là. Donc, ils sont au-dessus de la ligne 0, donc ils ont une espérance de gain positive, contrairement au secteur cyclique et divertissement et financier, tu vois.
financier, divertissement et cyclique sont tous les trois négatifs en bas de la ligne 0. Et les quatre autres secteurs, ils sont rentables. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément le bas de l'ellipse. Enfin, tu vois, là, on est en bas de l'ellipse, mais c'est toujours quelque chose de rentable. Tu vois, on est en bas de l'ellipse. Tu vois, on est en bas de l'ellipse. Et là, on est en haut de l'ellipse et c'est pas rentable. Et là, c'est pareil, on est en bas de l'ellipse, c'est pas rentable. Tu vois, en somme, ça veut dire que n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Markowitz, c'est bien. C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on nous enseigne, d'accord. Mais en même temps, parfois, faut pas considérer comme la règle absolue. Là, ce qu'on voit, c'est l'exception, c'est sur les voitures électriques, où on a fait exactement l'inverse de Markowitz. On a augmenté le risque pour obtenir un gain considérable. On sait que l'investissement, c'est quelque chose qui est humain. Hein. C'est des hommes qui ont inventé des règles pour investir. Mais en même temps, ceux qui investissent, généralement, ils ne regardent pas les règles. C'est comme si tu es un juge, mais tu ne regardes jamais les lois. Jamais tu ne regarderas le code civil, et tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est exactement pareil. Dans le monde de la finance, c'est exactement pareil. Il y a plein de règles. Il y a des règles de diversification, des règles de diminution de volatilité. Mais toutes ces règles-là n'ont strictement aucun sens pour les investisseurs. Et ce sont comme les juges qui ne regarderont jamais le code civil, le code pénal, jamais. Ils font ce qu'ils veulent et ils jugent comme ils veulent. D'accord? Donc, les règles sont là, elles existent, mais le monde est sans règles. Le monde est généralement dicté par la volonté humaine. Et la volonté humaine, c'est justement tout sauf les règles. Donc voilà, ça c'est ce qu'on ressort, c'est ce qu'on comprend, on arrive à comprendre à travers le choix de nos 7 portefeuilles. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, c'est à tes propres choix, tes propres initiatives. Si tu avais appris comment investir dans une école de trader, il faut simplement savoir que de temps en temps, ça ne marche pas. Il y a une variance, il y a une forte décorrélation, on appelle ça, décorrélation entre le principe et le fait réel. Say bye. Trusting candles flashing clean, green lines kinda know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the blocks.